Salam alaikum Zulflaoun. Bonsoir. Cette semaine, l'actualité algérienne a été marquée par la présentation du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman de la déclaration de politique générale du gouvernement devant les membres de l'APN. Il a souligné que le plan d'action du gouvernement s'inscrit dans un contexte particulier, caractérisé par les transformations rapides que connaît le monde. Sur le bilan du gouvernement chiffré, le Premier ministre a déclaré que l'Algérie a su valoriser sa fermeté en maintenant une croissance économique qui atteindra 5,3% d'ici la fin de l'année 2023. Il a révélé que le taux de croissance hors hydrocarbures est de 4,9% en 2023. L'inflation a également atteint 9,5%, affectée par la hausse des prix des produits alimentaires qui ont atteint 13,2% selon lui. Le Premier ministre a ajouté que la valeur des exportations a diminué pour atteindre 52,8 milliards de dollars en raison de la baisse des prix du pétrole, alors que les importations ont atteint 41,5 milliards de dollars au cours de cette année, avec une balance commerciale qui reste excédentaire à hauteur de 11,3 milliards de dollars. Ayman Ben Abdelrahman a souligné également que malgré la baisse des hydrocarbures, les réserves de change de l'Algérie ont atteint à la fin de l'année 85 milliards de dollars, en tenant compte des réserves d'or. Depuis l'avènement de M. Tebboune à la tête de l'État, ou plus précisément depuis l'avènement de l'Algérie nouvelle, les conditions de vie de nos concitoyens n'ont jamais été aussi dures. En effet, des pans entiers de la société ont basculé, pour certains dans la précarité et pour d'autres dans la pauvreté. Le bilan est catastrophique, aucune réforme structurelle, ni modèle économique nouveau. Un État dont la seule mission est de criminaliser l'action politique. Le chômage endémique au sein de la jeunesse a atteint un taux alarmant. Et ce ne sont pas les chiffres officiels qui feront croire le contraire. Une jeunesse réduite à la délinquance et à la harga. Après le décret présidentiel du 26 septembre 2023 ayant pour objet de réorganiser les services de la présidence de la République et d'en fixer les attributions dans lesquelles Abdelmadjid Tebboune confie du super pouvoir non constitutionnel à ses conseillers et les plus importants membres de son entourage au palais présidentiel. Le président algérien signe un autre décret inquiétant, dangereux et qui causera de nombreux problèmes pour l'avenir de l'Algérie en raison de l'illégalité de certaines de ses dispositions. Il s'agit du décret présidentiel datant du 9 octobre 2023 portant nomination de conseillers auprès du président de la République dans lequel Abdelmadjid Tebboune offre tout bonnement à son plus fidèle et proche conseiller, Boualem, la compétence de gérer et de superviser les dossiers sécuritaires les plus sensibles du pays, en l'imposant comme l'interlocuteur attiré à la présidence de la République de toutes les directions des services secrets et de l'ensemble des services de sécurité. Boualem devient officiellement conseiller chargé des affaires juridiques et judiciaires, relations avec les institutions, enquête et habilitation. Une première inédite dans l'histoire de l'Algérie qui permettra légalement à un simple conseiller d'accéder à des dossiers ou des enquêtes de haut niveau contenant des secrets défense et des informations classées confidentielles sur toutes les personnalités nationales ou hauts responsables de l'État, occupant ou ayant occupé des fonctions suprêmes au plus sommet de la hiérarchie politique ainsi que militaire. C'est une configuration totalement interdite par la constitution algérienne, car il s'agit d'une emprise totale d'un pouvoir de l'ombre. Depuis l'arrivée au pouvoir de M. Tebboune, les conseillers présidentiels ont acquis un pouvoir considérable, suscitant de vives inquiétudes. Avec le duo Tebboune-Boualem, le pouvoir algérien bascule dans l'illégalité absolue. Boualem, le conseiller le plus influent et puissant du président Abdelmadjid Tebboune, l'état-major ne tolère pas qu'un super conseiller accumule des pouvoirs élargis et des prérogatives sécuritaires pouvant lui permettre d'exercer une influence malsaine sur les institutions les plus sensibles de l'État.
des postures qui rappellent les pratiques de l'ancien régime Bouteflika, avec la figure de Saïd Bouteflika qui pouvait imposer les agendas personnels aux institutions sécuritaires et militaires les plus stratégiques du pays, au nom de sa relation privilégiée avec le chef de l'État. Cette redistribution des pouvoirs au sein de la présidence atteste d'un manque de confiance entre les différents et multiples centres de décision. Il acte aussi d'une guerre clanique qui s'accentue de plus en plus qu'on s'approchera des élections présidentielles de 2024. La guerre des clans a toujours squatté l'espace public. Elle n'est donc pas nouvelle, mais ces dernières années, elle a atteint un niveau d'intensité impensable auparavant, comme peuvent l'illustrer l'arrestation de dizaines de généraux. La guerre des clans au sein du système n'est pas nouvelle, elle fait partie de son fonctionnement depuis 1962. Les enjeux de cette guerre ne sont ni idéologiques ni politiques. Elles concernent essentiellement le partage des postes stratégiques au sein de l'État, de la rente pétrolière et les chasses gardées commerciales. Rétro-info de la semaine. On reviendra bien sûr sur les événements qui ont marqué l'actualité algérienne cette semaine. Et vous l'avez entendu dans cette intro, on va se focaliser bien sûr sur deux thèmes. On aura le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Issa Rahmoun, avocat, vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains, qui est avec nous via Skype depuis Paris. Maître Issa Rahmoun, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nasser, salam alaikum, Azoul, aux invités et aux téléspectateurs de Maghrébia. Merci beaucoup, Maître Azoul Fellak, alaykoum salam wa rahmatullah. On aura aussi le plaisir d'accueillir Hamid Lellou, qui est directeur of Run for Democracy en Algérie, qui est avec nous aussi depuis Washington via Skype. Hamid Lellou, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Salam alaikum, merci pour l'invitation et mes salutations à Maître Rahmoun et bonjour tout le monde. Merci beaucoup Hamid Lellou, merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik wa alaykoum salam wa rahmatullah. On va commencer cette émission avec vous, Hamid Lellou, et on va revenir bien sûr sur les déclarations de Ayman Ben Abdelrahman sur donc la politique générale. Le Premier ministre avait affirmé lors de la présentation du texte que le gouvernement s'est employé à honorer les engagements pris dans son plan d'action pour la mise en œuvre du programme du président de la République, M. Al-Majid Tebboune, visant à conforter l'état de droit et la gouvernance, à favoriser l'émergence d'un nouveau modèle économique, à renforcer le développement humain, à préserver le caractère social de l'État, à dynamiser l'action diplomatique et à consolider la sécurité nationale. Avant de vous donner la parole, on va écouter Ayman Ben Abdelrahman, soundbite tous si c'est possible, nos amis de la régie. On l'écoute et je reviens à vous très rapide. بالرغم مما ميز السياق الدولي من ظروف جيوستراتيجية اقتصادية إلا أن الحكومة قامت بإحراز تقدم كبير في سبيل تحقيق الالتزامات التي وعد بها السيد رئيس الجمهورية والتي سمحت بتعزيز قدرات صمود الاقتصاد الوطني ومواصلة دعم السياسة الاجتماعية للدولة مع استكمال تجسيد إصلاح المنظومة القانونية والمؤسساتية تكريسا للحوكمة والرشادة بالموازاة مع تطوير الهياكل القاعدية عبر إطلاق مشاريع استراتيجية مهيكلة وبعث الاستثمار وتسريع حركيته في إطار مقاربة اقتصادية بحتة. هذا الأمر تم دون اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وهو ما وجب التنويه به حيث ينم عن بعد النظر وعن التحكم في إدارة الشأن العام والنظرة الاستباقية للسيد رئيس الجمهورية. Hamid Lellou, vous avez entendu donc le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman tracer les grandes lignes donc de cette politique générale, mais aussi avancer des chiffres
que peut-être beaucoup d'économistes vont se poser la question sur ces chiffres. On va revenir sur les chiffres qu'il a avancés par rapport aux réserves de change dans une autre déclaration. Mais votre réaction par rapport à ce que vous avez entendu? Mais vous savez, il porte la casquette du Premier ministre, c'est son travail, c'est son rôle de faire la propagande de son gouvernement, de toutes les belles choses qu'ils ont réalisées pendant ces derniers mois, et répondant, soi-disant, aux aspirations du peuple et aux promesses de leur président. Ceci dit, on va s'étaler davantage plus tard sur les deux sujets dont vous avez parlé, qui au fait infirme tout ce que le Premier ministre a dit et qui au fait même, qui va dans le cœur du sujet, rend la mission de la primature et du gouvernement caduque. On va en parler parce que on va parler du gouvernement parallèle et des super pouvoirs au niveau de la présidence qui rendent Ben Abdelrahman et son équipe comment dirais-je, caduques et inutiles. Les chiffres, vous savez, le problème avec les chiffres, malgré l'avancée technologique, malgré la présence des sites Internet, quand vous allez sur les sites Internet, on ne vous donne pas les détails. Et comme on dit ici, le diable est dans le détail. Alors vous pouvez toujours avancer que vous avez 40, 50, 60, 70 milliards de dollars de réserves, mais ça c'est le chiffre final que vous nous donnez. Vous pouvez toujours dire qu'il y a un excédent commercial extérieur, vous pouvez toujours dire qu'il y a 250 milliards de dollars de PIB, vous pouvez tout donner les chiffres que vous voulez, mais si vous ne me donnez pas les détails, que ce soit pour le public, pour les spécialistes ou les analystes, on ne peut pas, on ne peut même pas critiquer leurs chiffres parce que on ne sait pas si 1 plus 1 égale 2 ou bien égale 4 comme ils font, parce que si vous regardez les détails de la comptabilité et vous faites les comptes sur la verticale et sur les horizontales, vous devrez tomber sur le même chiffre. Et je suis sûr que si on avait accès aux détails des chiffres qu'ils donnent à droite et à gauche, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Et quand ils disent que nous avons un lit de cash de 40-50 milliards de dollars, vous savez, le dollar, il perd de sa valeur tous les jours avec l'inflation qui monte jusqu'à 7% ici aux États-Unis. Donc, quand vous me dites que vous avez 40-50 milliards de dollars qui sont là et c'est du cash, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Les 40 milliards de dollars d'aujourd'hui, peut-être ils auront une valeur beaucoup moins moindre, beaucoup moins importante d'ici une semaine ou deux, parce que le dollar est attaqué à droite et à gauche, et aussi parce que le gouvernement américain joue avec la monnaie et la fluctuation de la monnaie. Donc, si vous insistez sur le cash, l'économie, la macroéconomie, c'est pas par rapport au lit, au matelas, comme ils appellent, matelas de dollars que vous possédez, mais c'est à la dynamique de votre économie. Qu'est-ce que vous faites de cet argent? Où est-ce que vous l'investissez? Il y a des investissements qui sont internes et des investissements externes. Et je suis sûr qu'on va parler plus tard dans le sujet avec tout ce vacarme qu'ils font sur l'investissement banquier à l'international. J'en parlerai, mais je donnerai la parole à mon ami pour élaborer plus tard. Très bien, restez avec nous, Hamid Lellou. Maître Issa Rahmoun, je sais que l'économie, ce n'est pas votre spécialité, mais vous suivez ce qui se passe en Algérie par rapport à la situation que vit le peuple algérien, les Algériens, la situation sociale, la situation économique. Mais quand on entend Ayman Ben Abdelrahman, on se dit l'Algérie est un pays qui est en bonne direction, qui a une économie qui fonctionne, qui a des chiffres peut-être qui font envie même les pays les plus développés quand on annonce des chiffres pareils qui ont été annoncés par Ayman Ben Abdelrahman. Qu'est-ce que vous en pensez, Maître Issa Rahmoun? Vous savez, Nassar, effectivement, je ne suis pas un économiste et ça, c'est clair, j'ai un autre domaine de prédilection, mais il se trouve aujourd'hui, quand on est chef d'État
quand on est président de la République, on est au rang d'un manager. Et un manager d'un État qui est censé avoir des institutions législatives, exécutives et judiciaires, médiatiques à la fois, le monde de la presse qui est un quatrième pouvoir. On est censé être dans une ambiance de contradiction et de contrôle. Est-ce que les ressorts de la société à travers ces instances, ces institutions de médiation sociale, sont-elles respectées, mises en avant en Algérie? C'est-à-dire quand il y a un plan de politique, une déclaration de politique générale d'un chef du gouvernement, elle doit avoir un écho dans la société, d'une part, dans l'Assemblée nationale, qui est censée, selon les textes de la République, être une institution de contrôle, de validation, de législation, de suivi du plan du gouvernement. À côté de ça, next to, comme on dit, avoir un espace médiatique, des journalistes d'investigation, des journalistes de débat qui créent le débat pour susciter l'intérêt, les questionnements des économistes, des universitaires, des juristes, des associations de la société civile, des partis politiques qui sont au pouvoir et ceux qui sont à l'opposition, pour créer de cet événement, qui est censé être un événement très important dans la vie d'une nation, un débat social. Et aussi, à côté de tout cela, on a les indicateurs. Et ces indicateurs sont le fruit de travail des institutions de la société civile, des think tanks, comme on appelle dans les pays qui se respectent, qui sont autonomes, indépendants de l'État central, du pouvoir central, qui vont guider, qui sont aussi un support d'un gouvernement, d'un pouvoir politique, qui permettent aux populations d'accéder à l'information, d'accéder aux chiffres dans le détail, parce qu'effectivement, le détail est très important. Comme disait mon ami Hamid Lou, c'est dans le détail que le diable fait son petit nid. C'est dans le détail qu'on arrive à avoir vraiment les orientations. C'est comme une association. Gérer une association, gérer un foyer. Un État, c'est comme un foyer. Quand le responsable du foyer, d'une association, a un budget à gérer en termes de recettes, en termes de dépenses, en termes de bilan moral et financier à la fois, il est dans le devoir de rendre des comptes. Et rendre des comptes, c'est dans la globalité des projets élaborés par le portefeuille d'une maison, d'un foyer, le portefeuille d'une association, ses subventions, ses budgets, et les dépenses, les recettes, etc. On fait un bilan à travers un travail de comptabilité, d'expertise comptable. C'est à peu près la même chose. Cet argent, ces budgets, ces rentabilités dans le pays, que ce soit dans les exportations, hors hydrocarbures et hydrocarbures, le peuple, qu'est-ce qu'il a à bénéficier de tout ça? Quels sont les budgets réservés pour la défense nationale, pour l'éducation, la santé, la promotion de la citoyenneté, la promotion de l'humain qui est au cœur de toute action gouvernementale, etc., etc. Donc, dans toute cette déclaration générale, où est le point d'appui engageant la citoyenneté, les droits humains, l'humain au cœur de l'action de tout un gouvernement? La question, Maître Issa Rahmoun, qui a été posée par notre ami Hamid Lellou sur l'action du gouvernement, mais aussi
sur le super pouvoir des conseillers de Abdelmadjid Tebboune. On va y revenir bien sûr dans la deuxième partie de cette émission par rapport au décret présidentiel, mais aussi les pouvoirs du conseiller d'Abdelmadjid Tebboune de Boualem Boualem. Mais quand on nomme des conseillers et on leur donne ces pouvoirs, l'action du gouvernement, elle est rendue caduque, comme a été donc qualifié par Hamid Lello. Yani, on crée un gouvernement parallèle, entre guillemets. Sinon, écoutez, sur l'aspect juridique, il faut dire que la constitution algérienne amendée en 2020 a consacré les pleins pouvoirs au chef de l'État. C'était un régime presque, dirais-je, présidentiel. Tout en sachant que les constitutions dans les pays de notre région ne sont pas l'émanation du pouvoir populaire, ne sont pas un transfert de pouvoir du peuple au pouvoir politique, d'une part, mais aussi c'est des constitutions établies et faites sur mesure dans la perspective de domination des populations. Je m'explique. Nous avons des institutions. C'est pas très sorcier. On peut avoir les meilleures institutions en termes de structuration d'État, en termes d'architecture de ce qui semble être l'ossature d'une organisation étatique et de fonctionnement à la fois. Mais quand il y a des normes institutionnelles qui sont déjà établies au préalable, c'est-à-dire qu'il y a des mœurs, des traditions qui sont ancrées dans le fonctionnement des institutions, libre après au chef de l'État, tous les tenants de la décision politique en Algérie, d'établir les règles de fonctionnement de ces institutions, d'une part, mais aussi les attributions de pouvoir et des enjeux de pouvoir dans le cercle décisionnel. C'est-à-dire, en fin de compte, on a un gouvernement qui n'est pas un gouvernement. On a des conseillers qui ne sont pas des conseillers. Il y a un télescopage entre prérogatives, entre le gouvernement et ses conseillers du président. Pourquoi avoir dès lors un gouvernement? Et quand on a un gouvernement, pourquoi avoir des conseillers qui sont chargés d'un travail de police politique en direction du gouvernement? Et tout cela en injectant sur fond la défense nationale ou les prérogatives d'enquêter, d'instruire, de superviser la justice. Très bien, parce que c'est très important pour le sujet donc, du conseiller d'Abdelmadjid Tebboune, Boualem Boualem. On va y revenir peut-être, vous allez nous éclairer par rapport à la loi et par rapport à la Constitution, Maître Issa Rahmoun. Mais on va revenir à notre ami Hamid Lello. Hamid Lello, bien sûr, vous avez parlé des réserves de change et le chiffre qu'a avancé Ayman Ben Abdelrahman. Il a parlé bien sûr de 85 milliards de dollars. On va l'écouter et je reviens à vous juste après ça. الأسواق الدولية فقد استمرت احتياطات الصرف في الارتفاع هذه السنة لتصل مع نهاية السنة إلى حوالي 85 مليار دولار باعتبار احتياطيات الذهب. Hamid Lello, vous avez entendu donc Ayman Ben Abdelrahman annoncer le chiffre de 85 milliards de dollars donc de réserves de change. Vous avez parlé sur la valeur du dollar, mais aussi qu'est-ce que cela représente pour l'Algérien, donc ou pour la vie des Algériens, alors qu'on est en train de constater la situation économique et sociale est très difficile, donc la cherté de la vie, le pouvoir d'achat qui a reculé, des pans entiers donc de la société ont basculé vers la pauvreté. Pourquoi ce chiffre? Pourquoi donc ces 85 milliards de dollars de réserve alors que ça n'a pas d'impact direct sur la vie de tous les jours des Algériens?
D'abord, juste une question pour clarifier une chose. Est-ce qu'on va parler dans la deuxième partie, est-ce qu'on va parler un petit peu des institutions, de la présidence et tout ça? Sinon, j'aimerais bien faire on va tout de suite, juste après ça, on va parler de notre sujet. Absolument. Ok, parce que j'aimerais bien élaborer sur un point très subtil de notre ami Maître Rahmoun. Oui. Et je le ferai plus tard alors. Absolument. Ok. Bon, 85 milliards de dollars. Il faut se souvenir qu'il y a, dans un passé très récent, pendant la période de Bouteflika, ce matelas, moi je l'appelle le matelas du cash, s'élevait à peu près à 300 milliards de dollars. Souvenez-vous. Et le reflet de ces 300 milliards de dollars, c'était la dépense. Je pense que maintenant, le régime, ce qu'il est en train de dire, il est en train de dire maintenant nous avons assez d'argent pour dépenser. Et c'est pour ça que toutes les importations qui ont été bloquées pendant les 2 dernières années, qu'est-ce que ça fait? Vous bloquez les importations, du coup vous réduisez votre facture, du coup vous réduisez votre déficit, du coup vous pouvez dire au peuple, vous voyez, maintenant on n'est plus déficitaire, nous avons balancé, on a ce qu'on appelle sheet balance, donc on a équilibré nos finances. Mais au fait, ils n'ont pas équilibré les finances, ils ont juste réduit les dépenses. Maintenant, ils pensent qu'avec ce cash qu'ils ont, ils peuvent aller vers l'importation. D'ailleurs, aux dernières nouvelles, il y a eu pas mal de produits auxquels on a autorisé l'importation. Le problème avec ça, c'est que pendant les 2 ou 3 dernières années où ils ont bloqué les importations, beaucoup d'entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, ont mis la clé sous le paillasson. C'est-à-dire qu'ils ont licencié des employés, c'est-à-dire qu'ils ont arrêté ou diminué la production, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu acheter la pièce de rechange, donc par conséquent leur matériel est défaillant. Du coup, maintenant, si vous réinjectez ces liquidités dont vous disposez, vous allez essayer de colmater toutes les blessures que vous avez créées pendant les 2-3 dernières années où vous avez choisi de ne pas faire dans l'importation parce que vous n'aviez pas le choix, parce que vous n'aviez pas les moyens. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est avec ce matelas, ils vont un petit peu colmater les blessures créées par leur politique de ne pas importer parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Donc, à mon avis, ces 85 milliards, le peuple va les ressentir dans le fait de voir qu'il y a des produits qui n'existaient pas il y a quelques mois, ils vont être sur le marché. Mais est-ce que ça va être durable? Non, parce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée, parce que c'est des investissements, ce ne sont pas des investissements, ce sont des consommations. Ils n'investissent pas pour créer une valeur ajoutée. Et d'ailleurs, 85 milliards, ce n'est pas suffisant. Et d'ailleurs, il a mentionné aussi dans le discours la dette extérieure. Ils vont recourir à la dette extérieure. À mon avis, ils l'ont déjà fait. Mais comme l'information, ils la filtrent comme ils veulent, ils nous disent ce qu'ils veulent. Mais je suis persuadé que la dette, elle est là. Et à un moment ou à un autre, ils vont en parler. Très très bien. On va entamer donc le deuxième sujet de cette émission. On va revenir sur donc M. Al-Majid Tebboune met fin aux fonctions de 3 conseillers, ce pouvoir des conseillers que beaucoup voient comme un État dans l'État, si on peut dire l'appeler ainsi, mais revenir aussi sur les prérogatives de Boualem Boualem. Boualem Boualem qui est chargé maintenant des affaires juridiques, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations. Donc on va revenir sur ça avec nos invités juste après cette intro.
Donc après le décret présidentiel du 26 septembre 2023 ayant pour l'objet de réorganiser les services de la présidence de la République et d'en fixer les attributions, il s'agit d'un nouveau décret qui a été signé donc datant du 9 octobre 2023 portant nomination de conseillers auprès du président de la République dont le cas Abdel Majid Tebboune offre tout bonnement à son plus fidèle et proche conseiller Boualem la compétence de gérer et superviser les dossiers sécuritaires les plus sensibles du pays. On va revenir sur ça avec nos invités. Rappelons que trois conseillers donc de Abdel Majid Tebboune ont été limogés. Il s'agit de Yassine Ould Moussa, qui était conseiller chargé des affaires économiques depuis 2022, Abdel Majid Chiri, conseiller auprès du président de la République chargé des archives nationales et de la mémoire nationale. M. Chiri a été admis à la retraite, nous dit-on. Et de Abdelaziz Khlaf, ministre d'État et conseiller selon les décrets. Ce dernier a été nommé à ce poste en mars 2023. On va regarder cette vidéo, donc ces nominations, et je reviens à mes amis. بداية أشرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم على تنصيب السادة الآتية أسماؤهم مستشارين لدى رئيس الجمهورية. بوعلام مكلفا بالشؤون القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع المؤسسات والتحقيقات والتأهيلات. بومدين بن عدتو مكلفا بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع. محمد شفيق مصباح مكلفا بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية. محمد بخاري مكلفا بالمالية والبنوك والميزانية، وكذا احتياطي الصرف والصفقات العمومية والمخالصات الدولية. أمين معزوزي مكلفا بالطاقة والمناجم والبيئة. كمال رزيق مكلفا بالتجارة والتموين والمراقبة والاستيراد والتصدير. محمد الصغير سعداوي مكلفا بالتربية والتعليم العالي والتكوين المهني والثقافة والشؤون الدينية والزوايا. حميد لوناوسي مكلفا بالمنظمات غير الحكومية وحقوق الإنسان. كمال سيدي سعيد مكلفا بالمديرية العامة للاتصال. Maître Aïssa Rahmoun, je pense que vous allez nous éclairer par rapport donc à ces nouvelles prérogatives, ces nouvelles missions des conseillers d'Abdel Majid Tebboune, mais surtout du conseiller Boualem que beaucoup qualifie de l'homme de l'ombre, le vrai détenteur du pouvoir au sein de la présidence. Qu'est-ce que vous en pensez de ces changements quant d'abord le timing, Maître Aïssa Rahmoun? Effectivement, le timing est très important. On est à la veille d'une élection présidentielle. Et dans des États qui se respectent, où il y a compétition politique, où il y a débat politique, les candidatures, vous voyez par exemple, c'est un exemple parmi d'autres, qu'en France actuellement, Darmanin et le maire du Havre, Édouard Philippe, annoncent la couleur à 3 ans, 4 ans de la fin de mandature d'Emmanuel Macron. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, des candidatures en France commencent à apparaître et commencent à faire leur campagne. Tandis que chez nous en Algérie, les candidatures se font après avoir arrangé des calculs d'ordre législatif ou par voie de décret, qui reste la doctrine préférée par le régime. Mais ces nominations viennent codifier ce qui était déjà en vigueur. Tout le monde savait que dans la présidence, il y avait un L'Arbi Belkhir. Dans la présidence, il y avait un Saïd Bouteflika. Et dans l'actuelle présidence, il y a un Boualem. C'est-à-dire, en fin de compte, et là, c'est parce que Maître Aïssa Rahmoun, juste pour nous expliquer aussi sur ces nouvelles missions, qu'est-ce que ça veut dire donc Boualem qui est chargé des affaires juridiques, des relations avec les institutions, des enquêtes et des habilitations. Est-ce qu'on peut dire que c'est une première inédite dans l'histoire de l'Algérie?
C'est ce que je disais, c'est codifier ce qui était déjà en vigueur. Parce que vous savez, les enquêtes d'habilitation dans les administrations, dans la fonction publique, dans le corps de la magistrature, ça n'échappe à personne, que c'est des enquêtes qui sont établies jadis par le DRS. C'est-à-dire que tu ne peux pas devenir procureur général d'Alger, de Chlef, de Annaba, de Constantine, de Béjaïa, de Tizi Ouzou, de Lawat, de Gardaya, si tu n'as pas le quitus dans ce qu'on appelle les enquêtes d'habilitation des services de sécurité. Ça, c'est tous les magistrats, c'est tous les avocats, c'est tous les fonctionnaires, c'est tous les directeurs centraux, c'est tous les directeurs de wilaya qui peuvent attester de ça, même les secrétaires généraux des APC, des mairies. C'était une enquête réservée au renseignement des services secrets. Actuellement, ils viennent de transférer, et là je suis tout à fait d'accord, qu'il y a une mainmise sur la décision politique des carrières. Est-ce qu'on peut comprendre que maintenant Boualem a la compétence de gérer et superviser les dossiers sécuritaires les plus sensibles du pays? Tout à fait, tout à fait. Il faut démarrer d'un point très important. C'est que la justice en Algérie est une justice qui est loin d'être indépendante. La justice algérienne subit, les magistrats algériens subissent le diktat des tenants du pouvoir de l'heure. Donc qu'il s'agit de la police judiciaire, des services de sécurité, à l'occasion de l'ordonnance présidentielle 97-19, qu'il s'agit aussi de la police judiciaire, de la gendarmerie nationale, du DGSN, de la Direction générale de la sécurité nationale, mais aussi des différents réseaux mafieux. Et quand on parle de réseaux mafieux, c'est qu'ils existent au niveau local, régional, wilayal, je voulais dire, mais aussi national. Donc aujourd'hui, quand on sait que la justice est otage de tous ces séismes, de tous ces tsunamis qui frappent ce corps qui est la justice, rajoutons à cela, aujourd'hui, l'omniprésence, la domination de ce conseiller. Il ne faut pas oublier que ce conseiller obéit aussi à une loi de lutte de clans. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à comprendre, et dans les grilles de lecture, à travers les déclarations opposées et interposées des différents décideurs du pays, effectivement qu'il s'agit d'une lutte de plusieurs clans sur la décision, l'orientation de la justice, comment entreprendre des enquêtes, comment accuser des personnes, comment prendre sa revanche sur un clan par rapport à un autre. Aujourd'hui, il s'agit d'une bataille dans le château de la décision en Algérie, et seul le peuple va payer le prix. Très bien. Restez avec nous, maître Aïssa Rahmoun. Hamid Lello, je sais que vous voulez rebondir par rapport à cette question. Donc, vous avez entendu l'analyse de maître Aïssa Rahmoun. Est-ce qu'on peut parler d'une lutte clanique acharnée? Qu'est-ce que cela veut dire, ces changements qui s'opèrent donc à une année des élections présidentielles? Hamid Lello. Lutte des clans, oui. Acharnée, je ne sais pas. C'est une lutte de clans, mais qui en fin de compte, l'ennemi commun de ces clans, c'est le peuple. Si le peuple s'unit comme il l'a fait en 2019, tous ces clans se regroupent ensemble pour défendre leur croûte, comme on dit. Moi, sur ce que je voulais rebondir par rapport à ce que notre cher ami Rahmoun avait parlé, que les développements récents allaient dans le sens du renforcement des pouvoirs du président. Je pense qu'il y a une nuance, et c'est là où peut-être qu'il faut faire très très attention. Ça renforce les pouvoirs de la présidence, mais pas du président, justement. Il y a une très grande différence. Je m'explique. Quand vous prenez Chedli, un homme d'État, un homme révolutionnaire, avec un gabarit militaire, avec un portefeuille très important,
Quand vous prenez le général Zeroual avec son appui militaire, quand vous prenez Bouteflika avec son passé et ses roublardises et ses manigances, même Boumediene, tout cela n'ont pas réussi à contourner le pouvoir décisionnel et final des services de sécurité. Et vous voulez faire croire au peuple qu'une personne minuscule comme Tebboune, qui n'a aucune assise populaire, aucun passé historique de révolutionnaire ou bien même d'un adhérent dans un parti où il a tout un réseau, il n'a rien de tout ça. Et il ne veut nous faire croire que ce gars-là, il va faire face à toute cette armada de structures sécuritaires en Algérie. Et pourquoi donc signer ces nouveaux... Hamid Lello, pourquoi signer ces décrets? Pourquoi donner ce pouvoir à ces conseils? Moi, je vais expliquer ça. La contradiction est dans le détail, comme je l'ai dit, et je suis content que Nata Rahmoun soit d'accord avec moi. Le détail, c'est eux qui le disent. C'est quoi un conseiller? Un conseiller, c'est quelqu'un qui a des compétences et qui vous dit ce qu'il pense d'un sujet précis. Vous, en tant que patron, vous pouvez prendre son conseil et l'utiliser comme vous pouvez le jeter par la fenêtre. C'est ça le travail d'un conseiller. Mais quand vous lisez les décrets et ce qu'ils ont aussi, les conseillers maintenant qui sont à la présidence, ils ont le droit au suivi et à la participation dans la gestion des affaires de l'État. C'est grave ça. Un conseiller qui suit, non, ça n'a jamais existé. Un conseiller qui décide, ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. C'est pas un conseiller. C'est pour ça que je dis que Kamel Erzik qui est revenu et même qui n'est pas au président. Kamel Erzik, on a nommé Kamel Erzik conseiller chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle, de l'importation et de l'exportation. Tout simplement, il est revenu comme ministre du commerce, pas conseiller. Oui, bien sûr. Il avait échoué à l'époque, mais les gens qui l'ont ramené, c'est les gens qui décident et qui ont décidé que Erzik va décider de la politique commerciale algérienne, que ce soit de l'importation ou de l'exportation, et il n'a pas besoin de demander permission à Tebboune. Cette dernière initiative, c'est mettre en lumière ce qu'il a toujours été fait en Algérie. Avant ça, on faisait tout en cachette. Maintenant, ils sont en train de dire au peuple, nous avons cette structure parallèle, informelle, qui va décider. C'est pas qui va conseiller. Un conseiller, comme je l'ai expliqué, il donne un avis, on le prend ou on le prend pas. Mais quand vous donnez un conseil, moi, j'invente pas, hein. C'est les mots qu'ils ont utilisés. Le suivi et la participation dans la gestion des affaires de l'État. Je vais vous rendre la parole. Hamid Lello, quand on voit donc les nouvelles prérogatives de Boualem, il a, peut-être que notre ami Aïssa Rahmoun va nous éclairer encore plus, il a la compétence de gérer, superviser les dossiers sécuritaires les plus sensibles du pays, en l'imposant comme interlocuteur attiré à la présidence. Donc, on parle des super pouvoirs, on parle du pouvoir dont vous êtes en train de dire qu'il existait seulement dans les mains des services de sécurité. Pourquoi donc donner ce pouvoir aux conseillers d'Abdelmadjid Tebboune? Ils sont en train de... En fait, moi, je les trouve beaucoup plus honnêtes qu'avant. Ça me renvoie à l'honnêteté. Ils sont en train de nous dire clairement ce qu'ils sont en train de faire maintenant, ce qu'ils ont fait pendant 60 ans, ils l'ont fait en cachette, ils se sont cachés derrière les institutions. Maintenant, ils annoncent la couleur. Maintenant, voilà, le président ne vaut rien du tout et nous avons nos gens, c'est nous. Et au fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'avoir ce mini-gouvernement installé à la présidence pour qu'ils aient un contrôle absolu sur tout ce qui bouge en Algérie. Avant, peut-être, vous y avez un petit peu des institutions compétitives, le Premier ministre, peut-être qu'il y avait une certaine personnalité, parce que
parce qu'il faut repartir vers le corollaire. Le corollaire, c'est les services de sécurité qui sont en charge de tout. Pour qu'ils aient contrôle, il s'agit de qui, Hamid Lello? Parce que les Algériens ne comprennent pas. D'un côté, on parle du pouvoir de l'armée. De l'autre côté, vous êtes en train de dire que le président Majid Tebboune n'a pas de pouvoir. C'est une figure que... Il s'agit de qui donc? Pourquoi? C'est les services de sécurité. Même l'armée. L'armée, il faut bien distinguer l'armée des services de sécurité. Parce que l'armée aussi, ils sont surveillés. Regardez, il y a beaucoup de militaires qui se sont retrouvés en prison, d'autres qui ont pris la fuite, qui ont même changé leur identité et qui ont volé de l'argent. Et d'autres qui sont mis à la retraite, même à un âge qui est très 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 jeune, à 50 ans. Il y a quelques officiers supérieurs mis à la retraite parce qu'ils n'ont pas montré de volonté d'allégeance à ce régime. Donc ce sont plutôt les services de sécurité, c'est pas l'armée. On peut pas dire que c'est l'armée. Moi je pense que c'est les services de sécurité. Maintenant, est-ce que les militaires sont de connivence avec les services? C'est normal, c'est tout à fait normal. Que les services aient un œil sur tout ce qui se passe en Algérie, c'est tout à fait normal. Il faut qu'il y ait des enquêtes de moralité. Comme dans tout pays qui se respecte, il y a des enquêtes de moralité quant aux agents et aux personnes qui travaillent pour le service de l'État. Sauf que ces services de sécurité, leur définition, c'est quelle est votre valeur, quel est votre rôle pour la survie et la continuation de ce régime. C'est pas l'Algérie, c'est pas les intérêts de l'Algérie. Maintenant, moi, ce que je trouve différent de ce qui se faisait les années précédentes, maintenant, on le fait de manière assez ouverte, peut-être parce que l'ingérence étrangère est beaucoup plus importante. À une époque, on avait une ingérence quasi permanente des Français. C'était la France qui avait une mainmise sur les institutions algériennes. Maintenant, on sait que la France a perdu un petit peu de son aisance et de sa prestance et de sa présence en Algérie, pas en faveur du peuple algérien, mais au détriment du peuple algérien et en faveur d'autres intérêts. On sait que les Américains ont une influence assez importante, les Russes bien sûr, et les Chinois. C'est peut-être ça. Moi, je pense que c'est les facteurs extérieurs qui ont fait que la posture des services algériens et la manière de gérer les choses les force peut-être à sortir au grand jour et à montrer leur jeu parce qu'ils ne peuvent plus le cacher. Je pense que c'est ça, c'est le contexte qui est différent. Le contexte est différent, vous êtes en train de dire. Maître Issa Rahmoun, je vais revenir à vous. Est-ce que vous pensez que cette redistribution des pouvoirs au sein de la présidence atteste d'un manque de confiance entre les différents centres de décision? On vous entend pas, maître. Ah, là, on vous entend. Très bien. Allô? Oui, très bien, on vous entend. Là. Vous entendez, très bien. Donc, manque de confiance entre les différentes institutions décisionnelles du pays. Je ne peux pas dire oui ni non, mais par contre, il faut intégrer dans notre grille d'analyse un élément qui est très important. C'est l'élément Hirak. Parce que le Hirak, du 22 février 2019, a réussi à dire réellement ce que les Algériens pensent, ce que les Algériens ont emmagasiné, ont cumulé. Alors, en sociologie, on appelle ça le cumul d'expérience, le cumul de narration, le cumul du vécu. Et ce cumul a fait que le 22 février 2019 a fait parler un peuple pour dire voilà ce que nous avons subi, ce que nous avons vécu de par le passé, on est dans le présent et voici nos projections futures. Par contre, à ce message adressé par le peuple algérien au régime, parce que quand on parle de régime, c'est pas un régime démocratique, c'est pas un régime qui a dans ses traditions, dans ses mœurs, la fonctionnalité, la temporalité, les mœurs d'un régime démocratique, qui a des normes, qui a des expériences démocratiques à travers
les institutions, à travers l'histoire de la construction de l'État algérien post-indépendance, mais aussi dans l'histoire des prises de pouvoir par des moyens pacifiques, par des moyens dits civiques, en termes plus corrects. Et ça me remémore une citation, une phrase assassine d'Antonio Gramsci, qui disait que le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarde à apparaître, et dans le clair-obscur surgissent les monstres. À travers cette phrase assassine, cette citation assassine de Gramsci, il s'agit de rendre visible actuellement, vous voyez, pendant même les années de la guerre civile en Algérie, on n'a pas vu des militaires algériens assumer le rôle du politique. On n'a pas vu des conseillers, des présidents, des chefs d'État de l'Algérie assumer le transfert de pouvoir. Je suis tout à fait d'accord avec Hamid Lello quand il disait, c'est comme disait Abdelhamid Mehri, à l'occasion du coup d'état scientifique sur le FLN. Il disait la chose suivante, et j'étais témoin, j'ai eu à le rencontrer, à discuter avec lui, il a balancé cette phrase assassine, en disant, ce qui s'est passé au FLN, il ne s'est pas passé au FLN, il s'est passé sur le FLN. Donc ce qui se passe aujourd'hui en Algérie, à travers les différentes querelles de châteaux, à travers les différentes luttes de ces différents clans, tout ça ne se passe pas en Algérie, il se passe sur l'Algérie. Aujourd'hui, on est dans une situation où la grande muette prend la parole politique. Rien qu'à voir et à lire l'édito de Djeish. On dirait que l'armée, que l'état-major de l'armée prend le rôle du plus grand parti algérien. C'est l'ANC de Nelson Mandela. C'est l'ANC de Nelson Mandela. Après l'ANC de Nelson Mandela, tous les présidents d'Afrique du Sud sont issus de l'ANC. C'est à peu près le même topo. Et à travers cette lutte intestine, à travers ces luttes de pouvoir, ces enjeux de pouvoir, aujourd'hui, ce qui se passe sur la présidence, pas dans la présidence, très rapidement, sur la présidence, c'est légaliser effectivement ces enjeux de pouvoir en disant aux autres, voilà, je suis le maître à bord sur les affaires juridiques, sur les mutations de magistrats, sur le fonctionnement de la justice, sur les enquêtes d'habilité, et ça c'est un danger pour le peuple algérien. Ça, c'est un danger pour le peuple algérien. Vous êtes en train de dire, Maître Aïssa Rahmoun, merci beaucoup. Désolé, on n'a pas le temps, donc on me dit que le temps de l'émission est terminé. On va y revenir, bien sûr, sur ces sujets avec nos invités. Merci beaucoup à Maître Aïssa Rahmoun, avocat vice-président de la FID. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à notre ami Hamid Lelou, directeur à Front for Democracy en Algérien. Vous étiez avec nous depuis Washington. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikum as-sahha, bqaw ala khair.